Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Rue dans le DAF Fresh Morning. Je ne suis pas seule, avec moi Monsley pour sa rubrique politique et il a un invité. Monsley, bonjour. Bonjour René Rue. Comment bonjour tu vas? Bonjour Fallon, ça va très bien. Alors, rubrique politique, élection présidentielle, tu as un invité aujourd'hui? Oui, on a un invité ce matin qui est M. Jean-Gaspard Toutoumai, que beaucoup connaissent au niveau de la scène politique nationale, qui est porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema, mais également il est là pour pouvoir discuter avec nous de son projet de société, le projet de société de son candidat. Bonjour Monsieur Jean-Gaspard Toutoumai. Bonjour à vous. Vous allez bien? Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Oui, je vais bien, merci. Ça va très bien? Oui. Monsley? Oui, ça va très bien de mon côté. Monsieur Toutoumai, la première question qu'on en vient à vous poser est celle de savoir comment appréciez-vous le début de la campagne de manière globale? Plutôt bien. Bien dans le sens où déjà, et c'est bien de le relever, on n'a pas une campagne qui est entourée d'une tension dans le pays. On n'a pas l'impression que les Gabonais sont en train de s'affronter. On n'a pas l'impression qu'on a envoyé les enfants au village parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, tout le monde fait campagne, chaque candidat avec ses équipes essaie de proposer aux Gabonais, de vendre aux Gabonais son projet, chacun avec ses qualités, son talent. Alors, évidemment, le projet de société de votre candidat, c'est « Bâtissons l'édifice nouveau pour notre essor vers la félicité ». 6 chapitres, 6 piliers de ce qu'on a pu lire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut noter des propositions qui vont dans le sens de l'amélioration? Je prends par exemple le pont électricité, eau et réforme de ce secteur-là. Est-ce qu'on peut retrouver là-dedans des potentielles propositions qui soient capables de pouvoir nous amener à croire que dans les jours qui arrivent, si Oligui-Nguema est porté à la tête du pays, on pourra faire face à une situation qui pourrait nous amener à pouvoir constater qu'il y a la fin des coupures qu'on enregistre aussi bien dans le Grand Libreville qu'à travers le pays? Je crois que dans l'histoire politique de notre pays, on n'a jamais vu un candidat placé en priorité numéro 1 d'un projet de société, l'électricité, l'énergie. Généralement, les questions d'électricité et d'énergie étaient noyées dans la question des infrastructures. Mais ce que nous avons connu ces derniers mois, c'est-à-dire au fond le niveau de vétusté avancé des infrastructures de production d'énergie dans notre pays, qui ont obligé les autorités de la transition à prendre des mesures qui relèvent de l'urgence, comme aider la SEG à louer un bateau de production d'énergie, font que, oui, la question de l'énergie, elle n'est pas seulement structurante, elle est urgente. Nous avons tous vécu des coupures d'électricité, des périodes de délestage, à titre personnel dans nos foyers, mais aussi dans l'activité économique où beaucoup d'entreprises n'arrivaient plus à fonctionner, que ce soit les grandes entreprises, quoique certaines d'entre elles peuvent avoir des groupes électrogènes, mais pensez à toutes ces petites entreprises, les petites menuiseries, les petites épiceries, qui n'arrivaient pas à fonctionner parce qu'il y avait 4-5 heures de coupure par jour. Et une économie qui n'a pas d'énergie est une économie qui risque de se mourir. Donc je pense que la question de l'énergie relève de l'urgence. C'est pour ça que vous la voyez vraiment dans la première, c'est la première des priorités du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et je pense que le gouvernement qu'il serait amené à former, dans le cas où il est élu, ce que je souhaite, aura à cœur de se dire, ben oui, là on traite de la question de l'énergie prioritairement. Mais vous avez parlé, pardon, vous avez parlé de la question sur le bateau, mais c'est assez limité. Ça ne couvre pas les besoins de tout le pays. Non, c'est l'urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le bateau, c'est celui qui peut aider à compenser le gap énergétique de Libreville. Qu'en est-il pour le reste du pays? Pour le reste du pays, des groupes électrogènes ont été acquis ou vont être acquis, qui, eux, peuvent aider. Mais à Libreville, un groupe électrogène, en fait, le bateau dont on parle, c'est un giga groupe électrogène. Mais dans d'autres localités, des groupes électrogènes seront pris de la même manière que, par exemple, l'interconnexion avec la Guinée équatoriale permet à la zone du nord du Gabon, notamment
Bitam, OIM et Minzik, où il y a une ligne de transport, d'être couverts en énergie. Mais il se trouve quand même, quand on regarde, on a envie de lire une absence de politique véritable de modernisation de l'infrastructure énergétique. Est-ce qu'il y a une véritable politique pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse arriver à une autonomie de production pour tout le pays? Oui, vous savez, il y a l'urgence et il y a l'essence, le structurel. Produire de l'énergie, c'est-à-dire, par exemple, construire un barrage hydroélectrique ne peut pas se faire en 2 semaines. Donc, il y a les mesures d'urgence qui ont été prises, ce sont les groupes électrogènes, ce sont le bateau producteur d'énergie. Après, il y a les mesures structurelles. Là, vous avez des barrages hydroélectriques qui sont programmés pour être construits, pour permettre de couvrir tous les besoins du pays en électricité. Alors, ce secteur est quand même important parce qu'il dit, vous-même vous l'avez souligné, que lorsqu'on a enregistré la faute, pression en termes de coupure, aussi bien dans le Grand Livre que à travers le pays, on a constaté que certaines entreprises ne fonctionnaient plus. L'énergie égale production, égale industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable logique qui faudrait que nous ayons une situation qui pourrait conduire entre la volonté de structurer l'économie nationale et de produire de l'énergie nécessaire à l'industrialisation? Oui, l'énergie est un intrant de l'économie et surtout de l'industrie, mais même des services. C'est-à-dire qu'une banque, votre radio, sans énergie, ne pourrait plus fonctionner. Donc, mais de la même manière que, par exemple, la formation des ressources humaines, donc des jeunes pour avoir des employés formés et compétents dans l'industrie, est nécessaire. De la même manière, on ne peut pas, un seul instant, penser qu'on pourra construire une économie dans ce pays si la question énergétique n'est pas traitée. C'est pour ça qu'elle est en numéro 1. C'est une priorité parce qu'au fond, j'ai envie de dire, ces 14 dernières années, on a plutôt laissé cet outil industriel s'abîmer. Et presque, on était au bord de la rupture. Vous n'exagérez pas? Enfin, si vous avez eu l'électricité chez vous tous les jours, je dois exagérer, mais je connais très peu de Gabonais ou très peu de personnes vivant au Gabon qui n'ont pas connu des heures, voire des jours de coupure d'électricité. Quand on a connu ça, je ne vois pas un autre terme que rupture qu'on puisse utiliser. Vous avez parlé tout à l'heure. Oui, vas-y, mon Vous avez parlé tout à l'heure de la question de la formation des ressources humaines. Et il se trouve que lorsqu'on parcourt le projet de société, on parle de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes. Seulement, dans notre pays, on enregistre un fort taux de chômage, notamment chez les jeunes. On parle de 36%, d'autres parlent de 40%. Il y a certains qui disent même que ça doit être au-delà. Mais quand on regarde, votre candidat a été président de la transition. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle, donc il veut briguer le suffrage, il brigue le suffrage universel pour pouvoir être président de la République. Mais on a comme l'impression que dans ce qui est mené aujourd'hui, on n'a pas suffisamment misé sur la possibilité de résorber véritablement le chômage dans notre pays. Je suis un peu surpris par votre question, mais je la comprends. Je la comprends. La question du chômage, mais donc surtout des plus jeunes, parce que ce sont eux qui sont d'abord les plus nombreux dans notre pays et qui sont les plus concernés, est une question essentielle et sérieuse. Oui, trop de jeunes dans notre pays n'ont pas d'emploi. Peu importe qu'ils aient une formation ou pas. Mais en même temps, ça veut dire que quand on regarde la question du chômage des jeunes, on doit regarder les différentes catégories de jeunes. Vous avez beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi et en même temps n'ont pas de qualification, n'ont pas de métier. À ces jeunes-là, il faut apporter une réponse qui soit adaptée. Au cours de la transition, je peux prendre 2-3 exemples simples. C'est près de 900 jeunes Gabonais qui, au cours des 6 derniers mois, ont retrouvé une activité avec le Taxi Gab. Pour beaucoup, c'est insuffisant. C'est pourquoi j'ai parlé de quasi-absence d'une politique véritable. Qu'est-ce qui est insuffisant? véritable. Le nombre? Le nombre. Est-ce que vous avez souvenir dans l'histoire du Gabon d'un secteur, d'une entreprise ou d'une administration qui a pu permettre à 900 personnes, 900 Gabonais, en 6 mois de trouver un emploi, de recruter 900 Gabonais, même pas les compagnies pétrolières, même pas le Transgabonais qui a été un des chantiers qui a le plus recruté dans ce pays.
On ne mesure pas, mais c'est massif. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il n'y avait pas que 900 jeunes Gabonais au chômage. Lorsqu'on a lancé les travaux routiers, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de jeunes Gabonais. Et en fait, il n'y avait pas assez de conducteurs d'engins, par exemple. Le génie militaire a formé massivement des jeunes Gabonais qui sont devenus ou qui sont en train de devenir conducteurs d'engins. Ce sont des emplois qui vont leur être proposés. Là, c'est la catégorie des jeunes, comme je vous disais, qui n'ont pas forcément un métier, à qui il faut d'abord trouver le moyen d'apprendre un métier rapidement et leur trouver une activité. Après, vous avez beaucoup de jeunes Gabonais qui ont un métier, et parfois un métier à haute qualification, qui ont un master, qui ont une licence professionnelle et qui n'ont pas d'emploi. Là, j'ai envie de dire, première chose, l'administration n'est pas pourvoyeuse d'emplois, ne pourra pas les absorber. L'administration a des besoins qu'elle doit remplir. On a besoin d'enseignants. En ce moment, on a un déficit dans le secteur de la santé, en termes de médecins, et j'en passe. Mais ce n'est pas au niveau de l'État, de la fonction publique, que le chômage sera résorbé. Pour résorber le chômage dans notre pays, il faut créer de l'activité, mais de la forte intensité d'activité. Je vous prends un projet, la mine de fer de Belinga. Pour exploiter la mine de fer de Belinga, il faut, exploiter la mine elle-même. Il faut sortir ce minerai de la mine, construire une ligne de chemin de fer entre Belinga et Mayumba, alimenter en énergie cette mine, construire un barrage hydroélectrique, permettre aux bateaux de venir récupérer ce minerai, construire un port en eau profonde à Mayumba. Ce projet à lui tout seul peut garantir pour les 30-40 prochaines années un gisement de plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Est-ce qu'on a une estimation? Non, vous savez, en temps normal, les chiffres, c'est mon métier. Mais avec les chiffres, on peut dire tout et son contraire. Voyez-vous, je pense qu'on n'aura pas moins de 20 000 emplois, directs et indirects, générés par un projet de cette nature. Mais ça ne peut pas être le seul. Ça ne doit pas être le seul. Vous verrez dans le projet de société de notre candidat que, par exemple, pour développer l'agriculture au Gabon, l'agriculture, c'est aussi un métier. C'est un métier qui, parfois, demande beaucoup de modernisation. Il va falloir créer des lycées agricoles, former de jeunes compatriotes au métier de l'agriculture, les aider à s'installer comme agriculteurs. Vous savez, moi, il y a des pays où j'ai vu des agriculteurs, ils se baladent en Porsche. Ils vivent une vie moderne, voilà. Donc, il faut qu'un jeune puisse se dire, j'aime la terre, j'aime le travail de la terre, ou bien j'aime l'élevage, mais j'ai aussi envie d'avoir une vie moderne. Et donc, il faut qu'il puisse faire ses études, qu'il ait une formation d'agriculteur, qu'il puisse s'installer et qu'il puisse vivre aussi décemment et avec la même qualité de vie que vous et moi qui travaillons et qui vivons à Libreville. Mais pour le moment, on ne voit pratiquement pas les signes avant-coureurs de cette révolution, si je peux appeler cela ainsi, dans la mesure où on a encore énormément de jeunes qui se demandent, même avec l'ouverture du moins la réouverture du ranch dans l'Angounier, beaucoup se disent encore, les procédures qui ont été mises en place pour pouvoir recruter les jeunes qui y travaillent ne sont pas transparentes. Est-ce qu'on peut véritablement croire que cette ambition pourra aller à son terme ou pourra véritablement être mise en place? À cela, deux choses. La première, c'est qu'il ne vous échappera pas que mon candidat n'est pas encore élu. Il a géré la transition. Oui, et quand on gère la transition, on gère l'urgence entre période de transition et on gère les fondamentaux de la transition qui étaient au fond de doter notre pays d'institutions stables. Il présente un projet, il présente aux Gabonais et au pays une vision, une ambition. Je m'amuse souvent à dire un État, ce n'est pas un jet ski, c'est un paquebot. Vous savez, le jet ski, nous sommes à Libreville, avec un jet ski, en 15 minutes, vous êtes à la Pointe-Denis. Mais vous n'irez pas au Brésil avec un jet ski. Un paquebot, il va lentement, mais il va loin. Il faut prendre le temps de bien faire les choses.
Aujourd'hui, si vous voulez former de jeunes agriculteurs au Gabon qui puissent s'installer de manière autonome, il vous faut ouvrir un lycée agricole ou plusieurs lycées agricoles. Il faut former ces jeunes-là, ça demandera peut-être 2 ans de formation. Il faut ensuite leur permettre de s'installer. Et en réalité, vous pourrez vous dire, même dans 3 mois, hein, on a promis qu'il y aurait des jeunes agriculteurs, on ne voit rien. Mais je puis vous garantir que dans 5 ans, peut-être, et je le souhaite, toutes les tomates que vous mangerez, tous les choux que vous mangerez, toutes les mangues que vous mangerez, la plupart des produits agricoles que vous consommerez seront produits par nos compatriotes sur notre territoire. Mais l'État a déjà investi des milliards dans le secteur de l'agriculture. Après, on ne voit jamais. En fait, si ça s'était si bien passé que ça, il n'y aurait pas eu le 30 août. D'accord? L'État, dit-on, a investi. Non, l'État a dépensé beaucoup d'argent sous le prétexte de l'agriculture. Oui. Mais Il continue. L'orange de Langounier non plus n'est pas exempt de cet investissement. je ne pense pas. Je pense que l'orange qui a été ouvert en Déndé, c'est de celui-là dont Non, vous parlez. bien sûr. Non, je pense que non. Hein. D'abord, il a été ouvert il y a moins de 6 mois. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas demander dès maintenant d'avoir des entrecôtes qui viennent du range de Déndé. Mais je peux vous garantir que dans 1 an, vous en aurez. Mais comment votre candidat entend soutenir les petits agriculteurs, notamment en termes d'accès au crédit, par exemple, ou encore la formation pour améliorer leur productivité? Bon. D'abord, il n'est pas dit qu'ils aient nécessairement besoin de crédit. Par contre, Ils ont peuvent- besoin d'un accompagnement. Par contre, voilà, Un ils ont, accompagnement besoin, financier. ils ont besoin d'un accompagnement. Ils n'ont pas forcément besoin de crédit. Je vais vous prendre 2 ou 3 exemples simples qui sont notoires. Il y a un qui m'affecte personnellement, donc je peux en parler. Je suis originaire de Mimvoul. Mes parents viennent de Mimvoul. Au mois de juin 2023, il se trouve que j'ai perdu ma maman et il fallait aller l'enterrer. Entre Oyem et Mimvoul, on a mis 4h30 pour faire 100 km. Voyez-vous? Aujourd'hui, je mets 1h30 à 2h, selon qu'il pleuve ou pas, pour faire la même distance. Pendant cette période, tous les agriculteurs qui étaient dans la zone entre Oyem et Mimvoul, ils savaient une chose: je peux planter ma banane, je peux planter tout ce que je veux, personne ne viendra acheter. Mais rien que le fait pour eux d'avoir une route fera que soit ils pourront transporter leur production agricole et aller la vendre à Oyem, soit en fait des commerçants viendront d'Oyem, d'autres de Libreville pour venir acheter leur production. Beaucoup de petits agriculteurs, leur vrai problème, ce n'est pas tant qu'ils ont besoin d'accompagnement, ils ont juste besoin qu'on vienne acheter leur production. Donc déjà, ça c'est une première question à régler. Mais il faut également les structurer pour qu'ils deviennent des gens qui comprennent bien, au-delà de mettre les produits à la vente, mais qui comprennent tout le circuit qu'il y a autour de l'agriculture. Oui. Du moins, à leur niveau. À leur niveau. Parce que l'autre chose qu'il faut séparer, c'est qu'au fond, il y a une filière agricole qui part de la production des intrants, par exemple, à la commercialisation. Mais tout ne doit pas être fait par la même personne. C'est-à-dire qu'au fond, celui qui veut être agriculteur, il peut dire, moi, je vais juste produire des semences. Et c'est pourquoi René Ruth parle de formation. Quelle est l'offre pour que ces personnes puissent avoir le minimum? Si on crée un lycée agricole, c'est pour cela, bien que beaucoup parmi nous ou parmi vous dans la corporation aient été formés sur le tas, mais quand vous allez dans une école de journalisme, par exemple, il y en a qui vont être formés pour faire de la radio, d'autres pour faire de la télévision, d'autres pour faire de la photo. Voilà, donc j'ai envie de dire, quand on crée un lycée agricole, en fait, on crée dans le lycée agricole tous les métiers de l'agriculture. Et comme ça, c'est là qu'on formera les femmes et les hommes qui vont soit aller assister les agriculteurs qui sont sur le terrain, soit eux-mêmes exercer dans plusieurs secteurs de l'agriculture. Ils ne seront pas tous exploitants en tant que tels. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui vont se dire, écoutez, moi je vais être acheteur. Donc mon boulot, ça va être de voir plusieurs exploitants agricoles, aller acheter leur production agricole, aller la vendre aux grossistes dans les villes. Voyez-vous? Donc c'est vraiment une filière qu'il faut avoir l'idée de la filière à développer, plutôt que de penser que l'agriculteur, mais toi tu veux devenir agriculteur, tu dois toi-même trouver tes semences, tu dois toi-même inventer tes engrais, tu dois toi-même planter ou élever ton bétail. Parfois, on a eu le cas, par exemple, pour ceux qui sont lancés au Gabon dans l'élevage des porcs, mais c'est toi qui élèves des porcs, c'est toi qui dois avoir un abattoir, c'est toi qui... Non, c'est plusieurs métiers de l'agriculture et il va falloir organiser la filière pour que ces différents métiers soient pratiqués par différentes personnes. Ensuite, il y a la question du logement, l'infrastructure, le transport et le numérique.
Là-dedans, on voit bien que le candidat propose beaucoup de solutions en termes de logement social, mais également en termes de régulation des loyers. Vous pensez qu'aujourd'hui, il sera possible pour l'État de pouvoir mettre un plafond ou bien véritablement gérer la question, ne fût-ce que des loyers au Gabon? Pour gérer la question des loyers, c'est très simple. Les loyers, c'est le marché. Voyez-vous, on va prendre ça au niveau micro et on pourra étendre. S'il y a 10 maisons en location et qu'il y a 15 personnes qui cherchent des maisons à louer, le prix du loyer va augmenter. Voyez-vous? Et au fond, si vous avez les mêmes 15 personnes qui cherchent à louer des maisons, mais qu'il y a 10 maisons à louer et 10 maisons à vendre, 10 des 15 vont acheter les 10 maisons. Et il restera 5 personnes pour 10 maisons. Le prix va baisser. C'est-à-dire qu'au fond, une des manières de faire baisser le loyer, c'est d'encourager l'accession à la propriété du plus grand nombre de nos compatriotes. Ça fera qu'il y aura moins de personnes en quête de maisons à louer. Et donc le prix va baisser. Donc ce qui doit être prioritaire et ce qui va être la priorité de notre candidat, en fait, c'est d'aider à l'accession à la propriété. Donc aider les Gabonais d'abord à acquérir un terrain. Pour ceux qui pourront construire eux-mêmes, leur créer les conditions pour qu'ils puissent être incités à construire. Et pour ceux qui pourront acheter, avoir des programmes de construction de logements adaptés à tous les niveaux de revenus. Vous parlez de logement social. Le logement social, c'est le logement qui est construit et qui est destiné à une personne dont les revenus ne permettent pas de construire une maison. Je vais prendre un cas tout simple. Vous pouvez avoir une Gabonaise qui est femme de ménage et dont le salaire ne lui permettra pas de construire une maison ou d'acheter une maison parce que la maison, le coût réel de la maison, c'est par exemple 26 millions. Si elle ne peut pas construire une maison parce qu'elle ne peut pas avoir 26 millions pour construire ou acheter une maison, l'État l'aidera pour que le coût de la maison reste à 26 millions, mais une part de ce coût est supporté par l'État et l'autre coût par la personne. Et les mécanismes pour supporter ce coût peuvent être des mécanismes ou de défiscalisation d'une partie des intrants de la maison ou même de prise en charge par l'État des intérêts de son emprunt si jamais la personne a emprunté. À partir de là, est-ce qu'aujourd'hui, parce que quand on regarde, ça paraît simple à l'explication, mais il se trouve que beaucoup de personnes pensent que cette option ne peut véritablement pas résoudre le problème dans la mesure où on a eu ces propositions dans les régimes précédents et à l'exercice, on a constaté que ça n'a pas abouti. On a eu quoi? Proposition de construction de logements? Non, on a eu des annonces. D'abord, on a eu des annonces de construction de logements. Et lorsqu'on a essayé d'en construire, moi je prends un cas parce que c'est dans ma commune d'Akanda. Si vous voyez vous-même la qualité des matériaux qui ont été utilisés à la cité Alhambra, vous vous dites, est-ce que ces gens-là sont sérieux? Au Gabon, on a quoi comme matériaux de construction? Je vais en dire principalement 3. Le ciment et le parpaing, la terre, pour faire des briques de terre, ou du bois. 3 matériaux qui remplissent parfaitement toutes les conditions pour avoir une maison de bonne structure. On allait chercher des matériaux que je ne connais. Je ne sais même pas vous dire de quel type de matériaux il s'agissait pour construire des maisons qui n'étaient adaptées à rien. Je pense que la première chose est l'urgence parce que je pense que c'est dans notre culture. C'est dans notre culture de construire. Et pour la petite histoire, j'avais dit à un ami une fois, il m'avait dit, mais pourquoi tu ne suis pas libre? J'ai dit, tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable, alors qu'il ne manque pas de moyens, de se construire sa propre maison à 50 ans, je ne vois pas pourquoi il va construire la maison d'un Gabonais. Et à 50 ans, il n'avait jamais construit de maison de sa vie. Les Gabonais ont d'abord besoin, là, je vais prendre là où il y a les déficits de logement, c'est-à-dire en zone urbaine, qu'on leur donne des terrains. Si vous donnez des terrains viabilisés aux Gabonais, les 3/4 vont construire eux-mêmes leur maison. Ils savent le faire. Regardez vous-même dans nos quartiers,
dans quelles conditions les Gabonais sont battus pour construire des maisons. Si on leur donne des terrains viabilisés, comme ça a été le cas récemment à Ovendo, ils construiront leurs maisons. Donc je pense qu'une grande partie du déficit du logement sera résorbée si on met à la disposition des populations des terrains aménagés. Mais beaucoup aussi pensent que les conditions d'accès à ces terrains viabilisés sont quand même assez, on va dire, discriminants, dans la mesure où on met des priorités telles qu'il faut être marié, il faut fournir un certain nombre de documents. Est-ce que vous pensez que l'adhésion sera au rendez-vous? Oui, vous savez, dès qu'il y a pénurie, et quand il n'y a pas assez pour tout le monde, il faut bien asseoir des critères. Par exemple, il faut être marié, il faut qu'on soit cohérent. Même notre constitution nous dit que la famille, donc le mari, la femme et les enfants, sont le socle de notre société. Donc si vous devez prioriser dans un environnement comme celui-là, il est normal de dire on va d'abord prioriser les familles. D'abord, il y a plus de monde, parce que quand vous donnez un terrain à un couple qui a 3 enfants, en fait, vous donnez un terrain à 5 personnes. Mais si vous donnez un terrain à un célibataire qui n'a pas d'enfant, vous allez donner le terrain à une personne. Donc, il faut quand même... Mais le jour où il y aura assez de terrain pour tout le monde, ces critères-là n'auront plus place. Mais au départ, c'est vrai qu'il faut bien asseoir des priorités, parce qu'on n'en a pas assez. Mais cette personne qui est seule aujourd'hui aura une famille demain. Donc, est-ce qu'on ne doit prioriser que ceux qui ont une famille à l'instant T? On parle bien de prioriser. On ne dit pas qu'il est interdit de donner un terrain. Il sera interdit de donner un terrain à quelqu'un qui n'est pas marié. Oui. Mais c'est de dire, si moi j'ai en face de moi une famille, donc un couple avec 3 enfants, et un jeune homme ou une jeune femme tout seul, je n'ai qu'un terrain, je vais dire au jeune homme ou à la jeune femme, excusez-moi, je vais d'abord donner à la famille, et puis vous allez attendre un peu parce que je suis en train de préparer d'autres terrains. Je ne pourrais pas, vous-même vous ne comprendrez pas que je dise, bon, je donne d'abord au jeune homme parce qu'il est seul, il doit se marier bientôt, et vous, la famille, vous allez attendre un peu parce que je vais préparer un terrain. Ce n'est pas forcément juste, mais quand vous devez faire un choix, il faut faire un choix en vous disant où est le moindre mal. Le transport dans le Grand Libreville est un problème assez récurrent, notamment chacun d'entre nous enregistre les embouteillages aux heures de pointe, et beaucoup se posent la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui est proposé en termes de règlement ou bien de gestion de la question de la mobilité pour le Grand Libreville dans les 7 prochaines années par votre candidat. Alors, il y a le projet de long terme qui est Libreville 2 qui a démarré. Les voies de contournement qui sont en cours de création, vous avez par exemple la voie qui quitte la zone de Malibé pour aller ressortir dans la zone de Bikélé, sont des éléments qui, pour le transport de voitures, pour la mobilité des Gabonais, vont aider à désengorger. Parce qu'en réalité, vous avez des gens qui quittent Akanda pour aller à Ovendo. Voyez-vous, je pense qu'ils pourront passer par Malibé, par Bikélé, ils vont arriver à Ovendo un peu plus vite. Donc il y aura ces désengorgements-là. Il y a ce qui a commencé à être fait, qui va se poursuivre, qui est que, en réalité, si vous regardez la population du Gabon, la taille de la ville et le nombre de kilomètres de route, on a un problème. Vous avez beaucoup de quartiers de Libreville qu'on appelle parfois périphériques, Mapan ou quartiers sous-intégrés, où il n'y avait pas de voie d'accès, où un taxi ne pouvait même pas passer, voilà. Qui sont des voies sur lesquelles on a mis des routes en béton. Et je pense que c'est une très bonne idée qu'il faudra poursuivre, qui est de dire que dans des petites voies secondaires, il va falloir permettre l'accessibilité, soit avec des routes en béton, soit avec des pavés, pour que les gens puissent circuler. C'est quelque chose qui a commencé et qui va se poursuivre. Alors, ça a commencé, ça va se poursuivre, mais il reste aussi le problème de la qualité du service public des transports. La Sogatra ne parvient pas véritablement à desservir tous les recoins et coins de Libreville. Quelle politique pour cette entreprise? D'abord, pour préserver ces bus, la Sogatra, ou je crois Transurb aussi d'ailleurs, ils sont obligés de rouler là où la route est goudronnée, est bitumée, voyez-vous. Mais je pense que si déjà on augmente l'accessibilité, c'est-à-dire le nombre de voies dans la ville, vous savez, ce sont quand même des entreprises. Hein. Ils iront là où il y aura des clients. Donc, plus ils pourront avoir accès aux Gabonais,
par des routes praticables, plus ils pourront étendre leur réseau. C'est cela. Mais il faut qu'on se mette d'accord, le transport de Sogaltra ou de Transium a un coût. C'est-à-dire que c'est un transport qui est subventionné par l'État pour permettre à beaucoup de nos compatriotes de pouvoir se déplacer à moindre coût. Alors, comment votre candidat prévoit d'améliorer la qualité et surtout l'accessibilité des soins dans les structures hospitalières, notamment pour réduire un peu la tendance des citoyens à se faire soigner à l'étranger? Parce que je pense que ça a aussi un certain coût, parce que lorsqu'on doit passer aussi par la CNAMGS. Alors là-dessus, on va marcher sur 3 pieds. Allez-y. 3 pieds. Le premier pied, c'est d'abord les infrastructures médicales, c'est-à-dire construire des hôpitaux et bien les équiper. Et là, notre candidat a un programme d'implémentation de structures hospitalières en beaucoup d'autres endroits, ou de Libreville ou du pays, parce qu'on ne réalise pas toujours que la population de notre pays augmente quand même, que le pays s'étend, et que s'il y a 30 ans, on ne voyait pas l'intérêt ou l'utilité d'un hôpital en Djolé, quand vous arrivez en Djolé aujourd'hui, vous vous rendez compte que oui, la population qu'il y a maintenant en Djolé, l'étendue de la ville justifie qu'il y ait un hôpital. Donc il y a d'abord la question des infrastructures et des équipements. La deuxième question, c'est de dire, il faut du personnel, il faut former. On ne forme pas assez de médecins dans notre pays. Donc il va falloir que les facultés de médecine ou les universités de santé de notre pays augmentent leur capacité à former. Ce n'est pas si facile que ça, parce que former un médecin, c'est avoir des profs en classe à un moment donné, mais aussi pouvoir trouver une structure médicale d'accueil. Mais c'est ce qui est projeté, d'augmenter le nombre de médecins. Et le troisième pied, c'est de dire, quand on est malade, il ne faudrait pas que notre accès aux soins soit conditionné par ce que nous avons dans nos poches. La CNAMGS, dont nous avons hérité de Omar Bongo, est un outil que nous devons préserver et que nous devons rendre réellement opérationnel. Mais monsieur Toutoumaï, quand on regarde aujourd'hui, il y a une grande cohorte des fonctionnaires qui sont affiliés à la CNAMGS. Est-ce que l'État n'a pas quand même le devoir de pouvoir garantir leurs intérêts là-dedans? Ah non, si. C'est-à-dire qu'au conseil les agents publics, l'État garantit leurs intérêts en tant qu'employeur. C'est-à-dire que l'État employeur, quand vous prenez le conseil d'administration de la CNAMGS, vous avez 3 groupes. Vous avez les salariés qui sont représentés par leurs représentants syndicaux. Là-dedans, vous avez d'ailleurs des syndicalistes du public et des syndicalistes du privé. Vous avez le patronat qui est représenté et vous avez, on va dire, l'administration qui envoie aussi ses administrateurs parce que l'État est un employeur. Maintenant, au-dessus, l'État, en tant que puissance publique, garant de l'intérêt général, en fait, a une personne au conseil d'administration. On l'appelle le commissaire du gouvernement. C'est celui qui garantit l'intérêt général, un peu comme le commissaire à la loi quand vous êtes... voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais aujourd'hui, si vous voyez bien la CNAMGS, c'est une... En fait, ce n'est même pas une réforme qui a eu lieu, ça a été juste la mise en œuvre de ce que prévoyait la loi. Le président du conseil d'administration de la CNAMGS a été élu par les administrateurs de la CNAMGS et c'est quelqu'un qui vient du patronat. Et c'est le conseil d'administration de la CNAMGS qui, après appel à candidature, a recruté le directeur général. Ce sont ces réformes de gouvernance qui sont les fondamentaux pour qu'après ça marche. Parce que désormais, le directeur général de la CNAMGS, il n'a plus de comptes à rendre au gouvernement. Il a des comptes à rendre au conseil d'administration. Et les administrateurs de la CNAMGS sont venus là en tant qu'ils représentent ceux qu'ils ont mandatés. Les syndicalistes représentent les salariés, ceux qui viennent du patronat représentent les entreprises, ceux qui viennent du gouvernement représentent l'État. Donc aujourd'hui, la CNAMGS a maintenant, j'ai presque envie de dire, les citoyens ont maintenant entre leurs mains la gestion de la CNAMGS parce que c'est eux qui en ont la charge. Et je pense que ce sont là les principaux éléments ou les principaux leviers qui manquaient pour que ça marche. Alors, votre candidat a beaucoup parlé de la restauration des institutions. Comment il compte renforcer la transparence et lutter contre la corruption au sein des institutions gabonaises? Alors, je ne vais pas trop parler de... J'aurais été Monsieur plus à Toutoumaï, l'aise... ce sont des questions de gouvernance. Oui, mais c'est clair. C'est-à-dire que moi, je suis plus à l'aise si on me dit corruption au sein de l'administration. Là, je suis d'accord, au sein de l'État. Au sein des institutions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale... Peut-être que ça existe. Monsieur Toutoumaï, il y a des administrations dans ces institutions. Oui. Mais vous savez, pour lutter contre la corruption, c'est simple.
respecter la règle de droit. Vous pensez qu'elle a été respectée Non. durant la période de la transition? Ne fût-ce qu'elle. Laissons les 14 dernières années que vous considérez comme une parenthèse. Si vous voulez, comme je suis sur une question comme celle-là, juge et parti, je vous laisse juge de ce que... Pour le moment, vous êtes porte-parole. Oui, je suis porte-parole et j'ai envie de vous dire que mon candidat se trouve être aussi celui qui a présidé la transition. Je n'ai pas envie que vous me disiez, vous ne pouvez pas dire autre chose. Je vous laisse juge de ce que, est-ce que pendant cette période de transition, la corruption a été plus importante ou moins importante. Mais ce qu'il faut d'abord retenir, il faudrait que nous nous mettions d'accord. La corruption, ce n'est pas une spécificité gabonaise. D'accord. La question de la corruption se pose dans beaucoup de pays, sinon dans tous les pays. Pour le cas du Gabon, M. Tutumaï, pour le cas du Gabon. Je vais y venir. Pour le cas du Gabon, mais comme pour le cas de tout le pays, mais je vais prendre le cas du Gabon. Nous devons nous battre pour que cette corruption soit la moins présente possible, sinon qu'elle disparaisse. Je vous dis, première chose, c'est l'intérêt à agir, c'est qu'il faut qu'on sache une chose. Si on viole la loi, on va être sanctionné. C'est-à-dire qu'au fond, ce que notre candidat propose en premier, c'est vous violez la règle, on vous sanctionne. Donc, vous êtes pris, on va dire entre guillemets, ou confondu de corruption. Il faut être implacable là-dessus. Il faut être implacable là-dessus. Il ne faut pas se dire, bon, mais c'est la première fois, on va pardonner, ou bien, bon, écoute, c'est mon cousin. Non. Celui qui va s'amuser, c'est ce que mon candidat propose, eh bien, on va le confier au juge. Monsieur Tutumaï, oui. Toute la période de la transition, on a remarqué qu'il y avait un certain nombre de situations qui ont été révélées au public, notamment en termes de détournement de fonds, en termes de malgouvernance, mais on n'a jamais suivi de sanctions. Juste des situations de mise, entre griffes, mise à pied des responsables. Mais personne n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Donc beaucoup craignent que cette situation de, on va dire, de manque d'application des normes ne soit pas ce qu'ils vont vivre après l'élection présidentielle. Vous savez, parfois beaucoup de scandales, entre guillemets, lorsqu'ils interviennent, sont connus du public, et c'est bien, mais très vite, parce que vous passez d'un sujet à un autre tous les jours, et c'est votre métier qui veut cela, mais lorsque le dossier est entre les mains de la justice, elle ne communique pas assez. Généralement, et c'est tant mieux aussi, il faut que la justice se fasse sereinement. Le dossier devient comme silencieux. On peut avoir l'impression qu'en fait, le dossier n'existe plus. Or, le dossier existe et continue. C'est qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes qui sont dans des procédures judiciaires. Bon, eux-mêmes ne seront pas fiers de venir vous le dire. Et la justice, même si ce n'est pas son nom, mais elle est muette parce qu'elle n'a pas à venir, le procureur ne viendra pas chez vous, Mosley, pour dire, écoutez, je vous donne la liste de ceux qui doivent, non, ils traitent en droit les sujets, et c'est tant mieux comme ça. Donc, dernière question. Monsieur Tutumaï, il y a une crainte de la part des populations, notamment d'un certain nombre d'un certain nombre de personnes parmi les adversaires de votre candidat, qui estiment qu'Oligui Nguema au pouvoir, c'est le début d'une dictature vers laquelle on devrait aller, mais surtout qu'ils pensent que ce dernier ne va pas respecter les normes juridiques de notre, du moins les règles qui sont établies en matière de droit et de justice dans notre pays, dans la mesure où, quand on regarde un tout petit peu comment s'est fait la constitution de notre pays, beaucoup pensent qu'elle a été taillée à sa mesure. Quand on regarde comment s'est déroulé le référendum, et puis plus encore quand on constate que les premières mesures qu'il a eu à prendre, c'était de pouvoir permettre à ce que les officiers supérieurs de l'armée prennent plusieurs épouses, donc souscrivent à la logique de la polygamie. Et beaucoup pensent qu'aujourd'hui, tout ce qu'il fait est de nature à pouvoir créer, de sortir de l'universalité du droit et de personnaliser le droit. Est-ce que vous ne craignez pas que si on venait à donner le levier de l'État à Oligui Nguema pour la période des 7 prochaines années, on ne risque pas d'avoir une dérive autoritaire? Si je ne vous connaissais pas, j'aurais presque envie de dire que vous faites un procès d'intention. Je vais prendre les sujets un à un parce qu'ils sont tous
intéressants. Hein, et vraiment, on va les aborder un à un. Je vais prendre l'un des derniers que vous avez abordé, celui du droit à la polygamie des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. Moi, si on offre un droit à un de mes compatriotes et qu'on ne m'en retire aucun, je suis heureux pour lui, je ne vois pas pourquoi je vais m'en plaindre. En permettant aux officiers supérieurs d'avoir les mêmes droits que les autres Gabonais qui ne sont pas dans les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire celui d'avoir plus d'une épouse. Moi qui vous parle, je suis marié depuis 27 ans, je suis monogame, mais si un compatriote veut être polygame, en quoi ça va m'empêcher de dormir? Par rapport à la spécificité de l'emploi. Non, mais ça dit qu'au fond, en quoi le fait d'être colonel à la police ou à l'armée et d'être polygame devient un problème? Mais M. Toumaï, on sait ce que ça crée souvent dans les familles. Donc vous pensez que la polygamie c'est mal? Moi je ne le pense pas. C'est pas moi qui le pense. Non, mais moi je ne le pense pas. Moi je pense que la polygamie existe. Chacun peut choisir d'être polygame. Mon père était polygame. Moi je suis monogame. C'est le choix de chacun. C'est un choix personnel. On a ouvert ce choix parce qu'on n'a pas dit que les militaires officiers doivent obligatoirement devenir polygames. C'est un droit. Et ils peuvent le faire comme ne pas le faire. Vous avez parlé de la Constitution. On a choisi de passer du régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Quand on m'a posé la question, j'ai dit, avant même qu'on aille au dialogue, on m'avait posé la question, j'ai dit, vous savez, l'Allemagne est un pays qui a un régime parlementaire. La France est un pays qui a un régime semi-présidentiel. Les États-Unis sont un pays qui a un régime présidentiel. Ce sont 3 démocraties et 3 des 6 premières puissances du monde. Ça veut dire qu'au fond, un régime vaut un autre. Ce qui est important, et ça revient souvent quand les gens citent Obama en disant « l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a besoin d'institutions fortes ». Je réponds souvent que oui, il l'a dit, et dans le même discours, il a aussi dit la chose suivante. Les institutions ne valent que ce que valent les femmes et les hommes qui en ont la direction. Il aurait été plus facile de garder le régime existant, le régime semi-présidentiel, parce qu'on le connaît, on sait comment, on a l'habitude de faire nos petites magouilles entre le Parlement et le gouvernement et tout le reste. D'accord? Parce que, comme je dis, c'est un régime de petits compromis entre l'exécutif et le législatif. Quand on passe en régime présidentiel, en réalité, c'est comme si on coupait le couloir qui existe entre l'exécutif et le législatif. Il y a qu'aujourd'hui, le président aura en face de lui un parlement plus fort et plus indépendant. C'est pas ce que disent les observateurs. Qu'ils regardent aux États-Unis lorsque, par extraordinaire, un président américain n'a pas la majorité au Congrès. Ils sauront. Monsieur, nous sommes arrivés au terme de l'interview. Un régime présidentiel donne plus de pouvoir aux législateurs qu'un régime semi-présidentiel. De la même manière qu'un régime parlementaire donne plus de pouvoir au Parlement. Parce que c'est le Parlement qui désigne le Premier ministre. Là, on va avoir un président, il est élu par les Gabonais. C'est la deuxième contrainte que va avoir le président qui va être élu. Et si c'est mon candidat qui est élu, ce que je souhaite, c'est ce qu'il va avoir. Il saura une chose. C'est lui que les Gabonais ont élu. C'est à lui que les Gabonais demanderont des comptes. C'est lui qui sera responsable devant les Gabonais. Il n'y aura plus de Premier ministre où c'est le jeu auquel on assistait. Le président ne s'en sort pas, il se dit, bon, je vais créer un événement. Remaniement ministériel, je change de Premier ministre, et puis je dis, tout ça c'est parce que j'avais fait un mauvais casting, j'ai mis un nouveau Premier ministre. Cette fois, il y aura un casting. Comme disent les jeunes, le 12 c'est le 12. Le 12, ils vont choisir un président, et c'est lui qui va s'occuper de nous tous. Mosley, on est arrivé au terme de notre interview. Monsieur Jean-Gaspard, un dernier mot? Alors, j'ai envie de regarder. Le 12, c'est dans combien de jours? Oh, on va dire dans 8 jours. Dans 8 jours. J'ai envie de dire à nos compatriotes, c'est le 12. Si vous vous sentez gabonais, allez-y voter. J'ai envie de dire, le commencement de la transformation de notre pays, c'est le 12. Tous nous devons aller voter. Peut-être qu'il va pleuvoir, vu qu'on est en saison de pluie, à certains endroits du Gabon. Ce n'est pas grave.
On est allé à l'école sous la pluie, on est allé à l'église sous la pluie, on va aller voter sous la pluie. Si on va tous voter, le président qui est élu sentira peser sur ses épaules la responsabilité de chacun de nous. C'est ce que je peux dire pour finir cet échange pour lequel je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était M. Jean-Gaspard Ntuntum Aï qui venait nous présenter le projet de société de son candidat, M. Brice Clotaire Oligingema. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On va en publicité et on se retrouve avec le sport. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.